Delbrook. Je suis conseillère agréée en fleurs de bac et enseignante certifiée de la petite école de fleurs de bac. Et à côté de ça, je suis aussi coach de vie et de reconversion professionnelle et praticienne en réflexologie plantaire et en shiatsu. Alors, le point commun, en fait, qu'il y a dans ces différentes pratiques que je propose depuis une petite vingtaine d'années, vous allez vite le comprendre. C'est que pour moi, ce qui était important et qui relie toutes les pratiques, c'est qu'il y ait chaque fois un lien entre le corps et le mental, entre le corps et notre façon d'être, notre façon de penser, ce qui nous environne. C'est ça qui pourrait nous amener à un meilleur équilibre. Et donc, depuis plus de 15 ans, je vous dis, j'accompagne les personnes à titre individuel, mais j'interviens aussi parfois en entreprise, avec différents ateliers autour du bien-être, de façon à ce que chacun puisse retrouver en lui-même différentes solutions et différentes pistes pour avancer de façon plus équilibrée dans la vie. Et les fleurs de bac sont arrivées dans ma vie, je les ai rencontrées il y a une trentaine d'années, dans une vie précédente, où je ne savais pas du tout de quoi on parlait. On m'a conseillé d'aller voir une dame qui mettait des petites fleurs et des petites gouttes dans une fiole. C'était une période un peu compliquée pour moi. Et honnêtement, sincèrement, même si je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, ces fleurs m'ont vraiment aidé à traverser cette période. J'ai laissé ça de côté, comme très souvent, on oublie ce qui nous fait du bien. Et puis, quand j'ai repris mes différentes pratiques et que je suis retombée un jour sur le bouquin d'Edouard Bach, dont nous allons parler aujourd'hui, puisque c'est quand même le père créateur de ce système, eh bien, je suis tombée vraiment en admiration devant ce que cet homme écrivait il y a déjà plus de 90 ans et sa vision qu'il avait de la médecine. Et je vous avoue, mais ne le répétez jamais à mon mari, mais je crois que je suis tombée amoureuse d'Edouard Bach. Mais ça, vous ne lui direz pas, même si je sais qu'il est en train d'écouter la conférence en même temps. Donc voilà, donc je propose que, voilà, je me suis présentée. Et maintenant, je vais vous présenter un peu ce que nous allons parcourir ensemble pendant une bonne heure. Je vous ai fait un petit schéma, comme ça on va s'y retrouver. Les fleurs de bac, je vais vous expliquer en quoi elles peuvent nous aider à gérer nos émotions, ou en tout cas nos états émotionnels, et vont nous permettre effectivement de mieux fonctionner dans le quotidien. Alors je vais vous expliquer, je vais vous parler d'abord de mon ami, de Edouard Bach en l'occurrence, parce que c'est important de comprendre un peu sa philosophie. On verra en fait après la méthode qu'il a élaborée, je vous l'expliquerai en long, en large. Mais je te promets, Lionel, je ne serai pas trop longue, ça ira. On parcourra alors les 38 fleurs de Bach. Alors, je vais être honnête avec vous, on ne verra pas les 38 fleurs en détail, sinon, je vous promets, on passe la nuit ensemble. Mais donc, on évoquera quelques fleurs, on évoquera comment elles fonctionnent, et je vous parlerai forcément du rescue. Le rescue qui est ce remède de secours, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. On en parlera en long, en large, parce que vraiment, il fait partie de ce que moi j'appelle l'acte citoyen que chacun devrait avoir sur lui. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, on verra surtout les fleurs, mais à qui s'adressent-elles, comment les choisir, comment les utiliser et les préparer, et nous verrons aussi dans quelle situation utiliser et avoir recours aux fleurs de bac. On verra enfin comment elles agissent, sur quel plan émotionnel elles agissent. Et puis, moi, ce que j'aimerais, c'est au final, et c'est ça qui est vraiment très important pour moi, c'est de voir avec vous les différentes possibilités que vous avez pour les mettre dans votre quotidien. Parce qu'en fait, l'idée et toute la philosophie du Dr Bach était de mettre en place un système qui soit suffisamment simple et accessible à tous pour que finalement, chacun puisse tous les jours se dire « Tiens, aujourd'hui, je me sens comme ça, c'est cette petite fleur-là qui pourrait m'accompagner aujourd'hui. » Il avait une phrase très intéressante qui disait « Je veux mettre un système aussi simple que cela. Quand j'ai faim, je vais au jardin et je vais chercher une salade. Quand j'ai peur et que je ne me sens pas bien, je prends quelques gouttes de Mimulus. » Voilà, ça c'est la simplicité du système du Dr Bach. Alors si vous êtes d'accord, je propose qu'on démarre. Que sont ces fameuses fleurs de Bach? Ben voilà, déjà, autant vous le dire tout de suite et vous les présenter, ce sont bien des petites fioles qui contiennent de l'eau et des
fleurs, ce sont des remèdes liquides. Donc pour tous ceux qui s'étaient mis devant leur écran en pensant avoir droit cet après-midi à une conférence d'horticulture ou une conférence sur des bacs à fleurs, je vous propose de quitter tout de suite la conférence. On va parler d'autre chose. On va parler de ces remèdes liquides qui s'intéressent à nos états émotionnels. Il y en a 38 et ils sont accompagnés du fameux remède de secours dont je vous parlais, cette petite bouteille jaune qu'on devrait retrouver dans les sacs de chacun, dans les sacs à main, dans les voitures, bref, à portée de main de chacun. Alors en fait, ce système, les fleurs de bac, elles sont 38 et c'est un système qui est complet, simple et naturel, qui vise à harmoniser donc nos émotions pour recouvrir la santé. Alors ça y est, j'ai lâché le grand mot et donc je voudrais mettre une petite mise en garde dans mes propos que je tiendrai lors de cette conférence. Je vais probablement aborder des mots comme santé, comme guérison, comme remède, comme maladie. Chaque fois que j'utilise ces termes-là, dites-vous que je les mets en fait dans la bouche du docteur Édouard Bach. Nous, en tant que conseillers fleurs de bac, nous ne sommes pas médecins, donc nous serons là pour recommander ces remèdes en accompagnement. Et on reviendra sur cette définition, c'est très important. Mais ici, l'idée des fleurs, c'est vraiment de nous permettre de retrouver notre état de fonctionnement, notre état de santé à l'équilibre. Et ces fleurs ont été élaborées dans les années 30 par le docteur Édouard Bach. Ça fait déjà plus de 90 ans. Et aujourd'hui, en fait, elles sont utilisées dans le monde entier par des médecins, des vétérinaires, des dentistes, des kinés, des ostéopathes et différents spécialistes de santé. Et ils les utilisent en complément de leur traitement. Alors, rendons la parole effectivement à mon amoureux, comme je vous ai dit, le docteur Édouard Bach. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous mettre sa photo parce que franchement, je trouve que c'est un bel homme, franchement. Vous voyez, il est né au début du 19e, à la fin du 19e siècle, pardon, en Angleterre. Et il fut, dès son jeune âge, en fait, il s'intéressait au bien-être des autres. Et comme son père était propriétaire d'une fonderie, il fréquentait très souvent, évidemment, les ouvriers de l'usine de son père. Il y a même travaillé lui-même pour pouvoir financer ses études de médecine. Mais c'était au contact de ces ouvriers qu'il se rendait compte à quel point la santé était un bien primordial et que finalement, il fallait tout faire pour la préserver. Et d'où son souci permanent et constant de vouloir trouver, et il le cherchait à travers la médecine dans un premier temps et dans d'autres pratiques par la suite, trouver des remèdes qui vont permettre de façon préventive à ce que les gens restent en santé. À force de fréquenter ces ouvriers dans la fonderie, il se rendait compte que ce qui minait le plus ces gens, c'était la peur de tomber malade. Parce que qui disait tomber malade pour ces ouvriers, disait perte de revenus, perte de salaire. Qui disait perte de salaire, disait évidemment mettre toute une famille de 5 à 10 personnes sur la paille parce qu'ils perdaient toute ressource et tout revenu. Donc, voilà notre Édouard qui va passer effectivement ses études de médecine. 1912, il se trouve déjà diplômé et il va très vite se voir confier la responsabilité de différents soins d'urgence dans différents hôpitaux de Londres parce que manifestement, il était assez brillant. Il va évoluer pendant quelques années. La Première Guerre mondiale va éclater. Malheureusement, Édouard Bach est de santé fragile, donc il va se faire réformer. Il va quand même demander à pouvoir s'occuper des blessés et des malades et il se retrouvera avec pas moins de 400 lits à gérer pendant toute une partie de la guerre. Malheureusement, la maladie va le rattraper et un jour, effectivement, il s'effondre, probablement d'épuisement. Et à ce moment-là, on ne lui donne que 3 mois à vivre. Alors ce brave homme se dit non, c'est pas possible, moi il y a quelque chose que je dois faire pour améliorer toujours ses recherches de remèdes. Et donc il prend un peu de repos et il va recommencer une formation en immunologie.
Une fois qu'il est diplômé en immunologie, il va s'intéresser et il va développer un système de vaccins qui est encore reconnu aujourd'hui. Un vaccin qui va traiter les maladies chroniques. Et il observe très rapidement qu'il y a un lien entre des maladies chroniques et l'état de santé mentale des patients. Alors, il continue à faire ses recherches et il va notamment découvrir, en s'inscrivant à l'université d'homéopathie, il va découvrir l'œuvre de Samuel Hahnemann, qui est donc le père fondateur de l'homéopathie. Et là, pour lui, c'est une révélation, parce que les principes d'Hahnemann rejoignent exactement ce que lui pense de la médecine en général et de la santé, à savoir que la médecine conventionnelle, malheureusement, ne considère pas suffisamment les malades en tant qu'individus dans leur globalité, mais s'intéresse beaucoup trop et uniquement aux troubles physiques et aux symptômes. Donc ça rejoint parfaitement l'idée de Bach qui est « je veux trouver un remède qui soit relativement préventif ou qui permette de remettre les gens en santé, mais que ce remède soit doux et non invasif et qu'il s'adresse à l'entièreté de la personne, aussi bien son corps, mais aussi et surtout en tenant compte de la psychologie et de la personnalité de la personne. » Donc, c'est comme ça qu'il va évoluer. Il devient entre-temps un médecin reconnu, notoire, que même les confrères viennent fréquenter pour avoir ses conseils par rapport à ces fameux vaccins qu'il avait développés. Et donc, dans la thérapie de l'homéopathie, il a carrément développé ce qu'on appelle les 7 nosodes de Bach, qui sont encore enseignés actuellement dans les universités d'homéopathie. Donc, ce sont 7 vaccins qui seront à prendre de façon orale, cette fois-ci, par rapport aux vaccins qu'il avait préparés antérieurement, qui, eux, se faisaient encore par injection. Souvenez-vous, Bach veut quelque chose de doux, de non-invasif. Donc, déjà, il est heureux d'avoir fait des vaccins qui se prennent par voie orale et qui sont à base de bactéries intestinales. Ça rencontre un franc succès et toutefois, Bach n'est toujours pas satisfait. Et donc, à 43 ans, il faut savoir qu'il était particulièrement sensible à la nature. Et donc, il retourne se promener dans son pays d'origine, qui est le pays de Galles, et au détour de ses balades, en fait, il observe les plantes. Il ramène 3 plantes en particulier qu'il va préparer comme des vaccins, et il va essayer, et il va les prescrire à ses patients, et il va les prescrire en fonction de la personnalité de ceux-ci. Donc, tout le monde ne reçoit pas la même chose. Et le succès est vraiment au rendez-vous. Et là, fort de cette première expérience, Bach décide de carrément arrêter son cabinet, qui était quand même dans une des rues notoires de Londres, de grande renommée pour les médecins. Il quitte son cabinet, il quitte son laboratoire et il part s'installer dans la campagne galloise, où là, il continuera toute sa vie à chercher les fleurs et les remèdes qui pourraient effectivement intervenir beaucoup plus sur l'état émotionnel des patients. Alors, la petite maison que vous voyez là, c'est très simple. C'est la maison qu'il va acquérir 2 ans avant sa mort, pardon. C'est dans le Mount Vernon. Et cette maison, depuis lors, est devenue le centre de la fondation Bach. Et toutes les petites fleurs que vous voyez autour, en fait, c'est parce que dans ces fleurs, on retrouvera quasi la majorité des fleurs sauvages que le docteur Bach avait trouvées lors de ses pérégrinations campagnardes. Et aujourd'hui encore, donc dans cette fondation qu'on peut visiter, hors Covid, c'est une maison qui est tout à fait ouverte en temps normal. Et si vous avez l'occasion d'y aller, même après le Brexit, ça vaut la peine d'y faire un détour. C'est encore avec ces fleurs que vous voyez dans les champs, dans le jardin, qu'on prépare les élixirs mères qui font les fleurs répandues dans le monde entier actuellement. Notre ami Édouard Bach, sa vision était la suivante, et c'est ce qu'on pourrait résumer. Lui nous dira, tant que notre âme et notre personnalité sont en harmonie, tout est joie et paix, bonheur et santé. Alors ça a l'air bien joli comme petite phrase, mais ce qu'il veut vraiment dire, c'est que finalement,
quand nous sommes bien dans nos baskets, hein, si je transforme ces termes en langage de 2020, quand nous sommes bien dans nos baskets, comme par hasard, notre corps s'en ressent et du coup, tout nous semble simple et nous sommes en équilibre. Alors, on va voir effectivement comment tendre vers cet équilibre. Donc, à la fin de sa vie, Edouard Bach, en fait, a détruit tous les écrits de ses recherches et nous a laissé uniquement ce petit livret, La guérison par les fleurs, qui va résumer d'une part sa philosophie et d'autre part qui va reprendre l'explication de chacun de ces 38 remèdes, et y compris le fameux Rescue. Je vous invite vraiment, puisque ces textes sont en accès libre sur le site de la Fondation Bach, si vous avez l'occasion, allez jeter un coup d'œil, prenez le temps de les lire. C'est assez fabuleux de voir ce que cet homme avait écrit déjà il y a plus de 90 ans sur sa vision de la vie, de l'hygiène de vie et de la santé. Alors, continuons. Le système des fleurs de Bach, je vous ai dit, c'est un système qui est complet et naturel. Complet pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre qu'à la base, une fleur va correspondre plus ou moins à une émotion ou à un état ou un ressenti. Okay? Nous avons déjà 38. Et il faut savoir également que les fleurs, quand vous les prenez, vous pouvez les mélanger entre elles. On peut mélanger jusqu'à 6, voire maximum 7 fleurs. Autrement dit, avec 38 fleurs plus le Rescue, ça nous fait déjà plus ou moins 293 millions, j'ai dit, de combinaisons possibles. Donc avec ça, forcément, vous pouvez trouver la combinaison qui va vous correspondre à vous personnellement, pour l'instant, dans une situation bien précise. C'est en ça qu'il est complet, parce qu'on va vraiment balayer l'ensemble de tous les tableaux émotionnels que nous pouvons vivre. Il est naturel, pourquoi? Parce que il est préparé simplement à base de fleurs sauvages, de bourgeons, des bourgeons d'arbres ou des bourgeons d'arbustes, et de l'eau. Il y a un des remèdes qui est fait à base d'eau de source aux vertus curatives. Et donc, ces fleurs, vous verrez, sont vraiment utilisées à l'état naturel. Et le système est simple. Alors attention, quand on dit simple, ne confondez pas avec le mot simplisme. Ce n'est pas du tout la même chose. Simple à différents niveaux. Et c'est vraiment ce que Edouard Bach voulait. Souvenez-vous, c'est un système, une gamme de remèdes qui soit simple et accessible à tous, pour que chacun puisse prendre en main son équilibre de vie et sa santé. Simple, pourquoi? Parce que dans la préparation des fleurs, vous allez voir, je vais vous montrer juste après, il n'y a aucune transformation chimique. Donc, ne confondez pas les fleurs de Bach avec les huiles essentielles, comme souvent beaucoup de personnes le font. Une huile essentielle va passer par un système de distillation qui va profondément modifier la structure moléculaire chimique de la plante. Alors qu'ici, on va se contenter de recueillir des pétales de fleurs, les déposer sur de l'eau et les exposer au soleil. Donc, je vous le montre. Quand on prépare les fleurs, vous et moi, nous pourrions préparer les essences même, les teintures mères des fleurs. Il y a deux techniques. Il y a la technique de la solarisation, donc je vous ai dit, je récolte les pétales de fleurs le matin à la rosée, vous les mettez sur de l'eau de source dans un joli plat style Pyrex, voilà, et ce petit plat, vous l'exposez au soleil pendant 5 à 6 heures. C'est peut-être ça la chose la plus difficile à faire en Belgique parfois, c'est d'avoir du soleil non-stop. L'autre méthode utilisée pour d'autres types de plantes, ce sera par ébullition. Donc tout simplement, là aussi, on récolte les branchages ou les bourgeons qui sont mis dans une eau de source, qu'on fait bouillir et on laisse refroidir le tout à l'extérieur au soleil. Et donc à chaque fois, on va filtrer l'eau, récupérer l'eau et la mélanger tout simplement avec de l'alcool. Edouard Bach avait un petit fait pour le brandy, tant qu'à faire, allons-y. On mélange avec de l'alcool, ce qui va permettre de conserver effectivement toutes les vertus de cette eau qui aura été finalement
vivifier. Voilà pourquoi on parle de simplicité. On parlera de simplicité aussi dans l'utilisation. L'utilisation est quelque chose qui est accessible par tous. Ce sont donc de simples petites gouttes qu'il va falloir avaler. Donc, on n'est pas dans quelque chose de médical, on n'est pas dans du vaccin. Moi, je vais vous le dire sincèrement, mes petits-enfants prennent des fleurs de bac et ils se font eux-mêmes leurs petites gouttes. Et ils les prennent eux-mêmes en sachant que Catherine a dit 4 le matin, 4 le midi, 4 à 4 heures et 4 le soir. Voilà. Et ils prennent leurs petites gouttes. Et donc, c'est aussi simple que ça. Donc, l'utilisation est possible pour tous. En plus, comme c'est un liquide et qui ne présente aucune contre-indication, vous pouvez le prendre à tout moment. Et la simplicité va aussi reposer sur le choix des fleurs que vous allez, ou de la fleur qui vous convient le mieux. En fait, pour choisir la fleur, c'est très simple. Il y a une question. Il n'a pas fallu avoir fait 5 ans de médecine ou 7 ans de je ne sais quelles études. Il y a une question à se poser, que chacun peut se poser. Et là, je vais être vache avec vous parce que je ne vais pas vous la dire maintenant. Je vous fais un petit teasing et on se retrouve plus tard pour trouver quelle est la bonne question à se poser pour savoir quelle fleur choisir. Alors, vous voyez, quand je vous parle de simplicité, ici, je vous ai juste mis l'image de ce qu'on retrouve sur la porte du centre bac, donc la jolie petite maison avec son jardin qu'on voyait tout à l'heure. Et vous voyez que la devise vraiment telle que Édouard Bach nous l'a léguée dans ses derniers écrits, c'est simplicité, humilité et compassion. Et ce qu'il voulait, c'était vraiment que tout médecin qui utiliserait les fleurs ou tout spécialiste de la santé ou tout accompagnant qui utiliserait les fleurs pour soutenir et accompagner ses clients, garde toujours en tête ces trois mots, à savoir la simplicité. N'essayez pas de vous compliquer la vie avec des choses très difficiles. Humilité, parce qu'il faut que chacun se rende compte que finalement, ce sont les fleurs qui vont aider, accompagner et soigner les gens principalement. Et la compassion, c'est une attitude que nous devons tous avoir par rapport à notre prochain. Voilà. Et tout ça pour amener la personne vers de l'autonomie. Donc, un système complet, naturel, simple, et dont la finalité, je vous le dis depuis le début, c'est harmoniser nos états émotionnels pour retrouver notre paix intérieure et donc notre plein potentiel. Paix intérieure tant au niveau physique qu'au niveau mental. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ce que Édouard Bach avait déjà pressenti il y a quelques décennies, mais que maintenant toutes les sciences en neuroimmunologie démontrent, c'est le lien évident qu'il y a entre notre état d'esprit et notre physique. Et donc, à partir du moment où notre état mental est positif, est constructif, est équilibré, automatiquement, notre immunité en est renforcée. Et qui dit immunité renforcée fera que soit nous éviterons de tomber malade, soit si nous sommes actuellement en santé affaiblie, cette immunité va renforcer effectivement tous les traitements que nous pouvons prendre actuellement. Et qui dit renforcer tout ça, renforcer notre immunité, dit qu'à ce moment-là, nous devenons aussi beaucoup plus autonomes. Et ce qui était important pour Bach, c'était surtout de dire qu'il revient à chacun de se prendre en main. Nous sommes tous acteurs, nous sommes tous responsables de notre santé. Et chaque fois que nous posons un acte, que ce soit aller marcher ou ne pas aller marcher, manger correctement ou ne pas manger correctement, boire de l'alcool ou ne pas boire de l'alcool, se prendre en main ou pas, ce sont chaque fois des actes responsables qui doivent nous mener à notre autonomie. Donc voilà un petit peu le principe même et la finalité de ce système. Alors, je le dis et je le répète, ce système s'adresse à la sphère émotionnelle. Les émotions, souvenons-nous, les émotions, elles sont toutes bonnes à vivre. Les émotions, et d'ailleurs c'est la racine même du mot émotion,
c'est movere, c'est se mettre en mouvement. Une émotion, quand nous la vivons, il est important que nous la vivions pleinement. Que ce soit une tristesse, que ce soit une joie, que ce soit une colère, il est intéressant de la vivre pleinement. C'est ça qui nous met en mouvement. Quand on est en colère, il y a intérêt à sortir cette colère, même si pour certains, parfois, ça leur fait peur, ils se font peur à eux-mêmes. Mais cette colère doit être sortie parce qu'elle va nous permettre de nous décharger d'un fardeau. La peur, par exemple, la peur va aussi sortir de nous. Il y a des peurs qui sont intéressantes à vivre parce que c'est elles qui vont nous permettre de mettre notre vigilance en éveil et de nous sauver dans certaines situations. Quand vous avez une grosse frayeur parce qu'il y a quelqu'un qui klaxonne au moment où vous alliez traverser la rue, c'est une grosse frayeur et heureusement que vous la vivez intensément parce que c'est ça qui va vous faire un pas en arrière pour éviter de vous faire écraser. Donc, les émotions, ne mettons pas un couvercle dessus, ne les évitons pas, accueillons-les. Et toutes les émotions sont bonnes à vivre. Ce qui va se passer, c'est quand l'émotion est figée, quand l'émotion est cristallisée. Je reviens à mon histoire de colère, être en colère, et on peut le dire, chou, 2 minutes, je suis en colère, je vais respirer un bon coup. On le dit, voilà, on l'accueille, on l'exprime. Le souci, ce serait que si vous restez dans cette colère non exprimée ou dans cette tristesse non exprimée et que vous la ruminez, c'est ça qui va créer une espèce d'état émotionnel latent qui va vous bloquer. Et c'est l'état émotionnel figé et permanent qui va être plus nocif, entre guillemets. Et c'est là où les fleurs de Bach pourront intervenir. Donc, quand on pense, quand on propose des fleurs de Bach, on s'intéresse à la personne. C'est la personne qui est au cœur même de toute la réflexion de ce qu'il convient d'apporter. Et pour mieux comprendre, en fait, Bach, à l'époque, quand il avait fait ses fameuses nosodes et ses vaccins, il avait déjà fait 7 vaccins différents parce qu'il s'était rendu compte que ces malades avaient des personnalités complètement différentes. Et étonnamment, quand il a découvert ces fleurs et qu'il a cherché à mettre au point ces 38 remèdes, il les a répartis également en 7 grandes familles. Cette grande famille, ah oui, excusez-moi, je devais vous dire ça. Je reviendrai avec mes familles. Mais juste pour vous dire, quand je dis la personne est au cœur même de la réflexion, Bach nous disait, ne tenez pas compte de la maladie. Pensez seulement à la perspective qu'a de la vie celui qui en est affligé. Autrement dit, quand quelqu'un ne se sent pas bien, on ne va pas s'intéresser aux symptômes, mais on veut savoir qu'est-ce que ça te fait. J'ai un jour eu quelqu'un face à moi qui était là, qui avait mal au dos. Dieu sait, je ne suis pas médecin, je n'allais pas m'occuper de son dos, de lombalgie ou quoi que ce soit. Donc, première question, avez-vous consulté, etc. et tout. OK. Mais n'empêche que cette souffrance, ce mal au dos, handicapait la personne dans sa vie. Et donc, moi, j'ai analysé de dire, mais qu'est-ce que tu ressens? Et cette personne ressentait de la colère par rapport à cette maladie qui l'invalidait complètement. Donc, c'était ça qui était intéressant, c'est de s'intéresser à ce que la personne ressent face à ce qu'elle vit. Je reviens donc avec mes fleurs, excusez-moi. Donc, mes fameuses 38 fleurs, comme ça vous les voyez au moins, vous voyez, c'est un coffret de fleurs, et moi j'appelle ça mon bar à fleurs. J'ai un coffret comme ça chez moi, et donc quand je ne me sens pas bien le matin, pour une raison ou une autre, je vous expliquerai, eh bien, hop, je passe dans mon bar à fleurs, et je me fais mes 2 petites gouttes de tel ou tel remède selon ce que je ressens. Et donc, ces 38 fleurs, comme je vous disais, Bach nous les a réparties en 7 familles d'émotions. Alors, j'ai mis les 7 petits nains parce que je me suis dit que finalement, ça nous représente bien tous. Finalement, quand on réfléchit, nous sommes tous personnellement un grand bouquet d'émotions. Vous, moi, Lionel, enfin tout le monde, nous ne sommes que des émotions. Et tant mieux, c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Et donc finalement, nous sommes un peu tous à la fois les 7 petits nains. Il y a des matins, nous sommes grincheux, il y a des matins, nous sommes simplés. Il y a des jours où nous sommes un peu profs, et il y a des jours où nous sommes un peu fatigués ou achou. Voilà. Et donc, les 7 grandes familles d'émotions, c'est ça qui est intéressant, on les retrouve ici. On va avoir par exemple 5 fleurs qui vont concerner les peurs.
Vous avez vu que j'ai mis plusieurs S à peur, parce qu'en réalité, il y a différents degrés de peur. On peut avoir une peur panique qui va nous tétaniser et qui va nous empêcher d'avancer ou de faire quelques mouvements que ce soit. On peut avoir une peur des araignées, ou une peur de prendre la voiture, ou une peur d'aller à l'école, ou une peur de prendre la parole en public, des peurs bien précises. On peut avoir des peurs, par exemple, une peur que beaucoup de personnes ont pour l'instant, c'est une peur que les gens ont pour leurs proches. Ils se font beaucoup de soucis pour leurs parents, pour leurs enfants. Alors, se soucier, ne me dites pas que ce n'est pas une bonne idée, hein, mais avoir peur pour ses proches, c'est bien. Mais si c'en est au point où ça vous envahit vous-même et ça vous empêche d'être serein, à ce moment-là, ça vaudra la peine de prendre une fleur qu'on appelle le red chestnut. Donc, il y a, vous voyez, différents types de peurs, et donc, ça, c'est une famille d'émotions. Il y a toute une autre famille qui va concerner les incertitudes et les doutes. Dieu sait qu'on est en plein dedans pour l'instant, qu'on se pose beaucoup de questions, et pour certaines personnes, franchement, ça peut être paralysant. Tout à l'heure, je vous parlais des fameux états émotionnels qui peuvent nous bloquer. Moi, je prends toujours l'image, je crois qu'elle est assez parlante. Un état émotionnel qui nous bloque, c'est un peu comme un petit caillou dans une chaussure. Bien sûr que vous allez pouvoir continuer à marcher, bien sûr, mais vous ne marcherez pas de façon fluide. Et vous avez des personnes pour lesquelles, par exemple, l'incertitude, c'est ça. Il y a des personnes qui, de nature, sont tout le temps entre deux chaises, comme ça. Est-ce que je vais y aller ou je ne vais pas y aller? Est-ce que je vais me marier ou je ne vais pas me marier? Est-ce que je pars ou je ne pars pas? Est-ce que je mange le chocolat ou je ne mange pas le chocolat? Et à force d'être toujours dans ce doute, finalement, il y a une souffrance à l'intérieur qui s'installe. Donc ça, c'est une catégorie d'émotions aussi. On va avoir une catégorie pour tout ce qui est manque d'intérêt pour le présent. Ça veut dire que vous avez des personnes qui sont tout le temps dans la rêverie, ou bien qui sont tout le temps accrochées au passé. Ah, c'était mieux avant. Mais à force de, je ne dis rien, je ne dis pas que le passé n'était pas bien, mais à force de vivre toujours dans le passé, on n'est plus ici et maintenant dans le présent. Or, c'est ici que ça se passe. On va avoir des fleurs aussi pour le sentiment de solitude. Alors, des fleurs pour l'hypersensibilité. Et ça, c'est très intéressant parce que elles vont convenir à tout le monde. Hein. Il m'arrive d'en prendre, tout le monde peut en prendre. Mais on va avoir ces fleurs d'hypersensibilité très utiles, notamment pour tous les enfants et toutes les personnes hypersensibles ou présentant des troubles, des TDAH ou des enfants à haut potentiel, etc. Ou des enfants tout simplement hypersensibles. Mais nous sommes tous aussi hypersensibles. On aura une fleur, par exemple, intéressante, j'en parlerai tout à l'heure, mais quand on se retrouve un petit peu trop envahi par les médias, les informations, comme on a pour l'instant, eh bien, et ça change, ça nous influence, on n'est plus nous-mêmes, eh bien, une fleur comme Walnut sera intéressante, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Fleur pour tout ce qui est découragement, désespoir, quand on perd un peu la perspective. Et puis la dernière catégorie des fleurs, souci excessif du bien-être des autres. Vous allez me dire, mais attendez Catherine, c'est gentil, mais se soucier des autres, c'est quand même bien. Oui, bien sûr, c'est très bien. Mais si vous regardez bien dans l'intitulé, il y a un mot en trop, c'est le mot excessif. Alors se soucier des autres est une chose fantastique, mais quand on commence à s'en soucier un petit peu trop, et qu'on commence à faire de l'ingérence dans la vie des autres, c'est là où ça vaudrait peut-être la peine de prendre l'une ou l'autre fleur pour réprimer nos excès. Et donc, vous le voyez, en fait, les fleurs vont chaque fois s'adresser à nos états émotionnels, et surtout quand nos états émotionnels sont en excès, quand il y a trop de bienveillance, trop de soucis, trop de ce que vous voulez. Alors, les fleurs, pour qui? Eh bien, c'est très simple. Il y a une réponse. Ce sera pour tout le monde. Tout le monde, sans aucune exception. Les fleurs conviennent à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est tout à fait inoffensif, qui ne présente aucune accoutumance et aucune contre-indication. Ça veut dire que les fleurs de Bach peuvent se prendre en même temps et en parallèle que tout autre traitement homéopathique ou médicamenteux.
Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Moi, personnellement, par exemple, et je vous disais en introduction, beaucoup de médecins ont recours maintenant aux fleurs ou conseillent les fleurs en parallèle du traitement qu'ils donnent à leurs patients. Personnellement, par exemple, j'interviens dans une unité d'accompagnement de personnes atteintes de cancer. C'est à la Villa, qui est un centre d'accompagnement dépendant de la clinique Saint-Pierre ici à Ottignies. Et donc, en toute logique, dans ce centre, il propose différentes thérapies de bien-être et notamment, j'y donne des soins en fleurs de bac puisqu'il n'y a aucune contre-indication entre les traitements oncologiques et les remèdes des fleurs de bac. Donc, le système aussi, il a l'avantage, c'est qu'il est universel et intemporel. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais attends, Catherine, c'est gentil, mais Bach, il a vécu, c'est en 1930 qu'il nous sort son histoire. Donc, il n'a pas vécu la même chose que nous. Alors, les fleurs, actuellement, ben, elles sont répandues dans le monde entier, parce que, pour une simple raison, c'est que les émotions, elles sont universelles. Et quand bien même Bach ne connaissait peut-être pas des stress parce qu'il y avait des coupures d'Internet ou autres, à l'époque, il n'y avait pas. Il y avait d'autres stress. Ils avaient la guerre, ils avaient d'autres stress. Mais les émotions et les ressentis étaient déjà les mêmes. Avoir peur, être en colère, être jaloux, être envieux, étaient déjà des ressentis qui existaient de tout temps et qui existent, qu'on le veuille ou non, mais dans le monde entier. Donc voilà en quoi le système est assez fantastique. Alors, la grande question. Oui? On a une chouette question, une question de Mimi qui dit est-ce qu'on peut utiliser les fleurs de Bach en parallèle avec d'autres médications comme les huiles essentielles ou encore les médicaments allopathiques? Absolument. Alors absolument. Merci pour la question, c'est très chouette parce que ça me permet évidemment d'étoffer. Il y a en parallèle d'huile essentielle, vraiment, je dis aucune contre-indication avec quoi que ce soit. Je sais qu'il existe même une marque, je ne connais plus le nom, mais qui a combiné fleurs de bac et huile essentielle. Donc, aucune contre-indication. Maintenant, il faudra juste voir dans quel cas vous prenez vos huiles essentielles, si vous les prenez pour un aspect plus physique ou pour un aspect plus mental ou spirituel. Parce qu'à ce moment-là, vous ne saurez pas si ce sont les fleurs ou les huiles qui ont apporté leurs bienfaits. Mais tout ce qui est traitement allopathique, aucun souci. Voire même, on pourrait envisager, et maintenant je le dis clairement, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve quoi que ce soit en matière de fleurs de bac. Mais on sait très bien qu'à partir du moment où la personne prend ses fleurs de bac et retrouve une espèce d'équilibre mental, automatiquement, on voit bien que les traitements allopathiques fonctionnent encore mieux. Donc, c'est un excellent soutien à tout autre traitement. Et donc, c'est pour ça que je vous pose directement, moi-même, je vous pose la question de dire, est-ce que les fleurs ont un effet placebo? Parce que finalement, c'est là-dessus qu'on nous allume un peu toujours, nous les conseillers. Alors, je vais vous dire, les fleurs, effectivement, vous avez vu, elles conviennent à tout le monde, que ce soit du petit nourrisson jusqu'à la personne âgée, il n'y a aucune contre-indication. Mais chose merveilleuse aussi, c'est que ça fonctionne sur les animaux et sur les plantes. Or, s'il y a bien des gens qui ne savent pas s'exprimer avec des mots, ce sont bien eux, les animaux ou les plantes. Et les fleurs vont avoir un effet sur leur comportement. Un chien qui est paniqué parce qu'il y a des feux d'artifice ou qui est chaque fois sous la carpette quand le facteur sonne, observez le comportement du chien et effectivement, ça vaudra la peine de lui donner une fleur pour les peurs paniques, par exemple. Vous avez déménagé et vos plantes n'ont pas supporté le déménagement. C'est assez incroyable à voir, mais vous leur donnez quelques rescues pendant quelques jours dans l'eau d'arrosage et elles vont retrouver leur place. Alors, c'est ce que j'ai dit, il n'y a aucune étude scientifique qui a été, qui prouve l'efficacité des fleurs actuellement. Il y a énormément d'études cliniques en cours. Il y en a une cinquantaine actuellement qui sont publiées dans des revues médicales, mais on est encore au stade d'études cliniques.
Mais nous, ce qu'on dit toujours, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques que ça enlève toute efficacité aux fleurs de bac. Et moi, je vous dis sincèrement, puisqu'elles sont douces et inoffensives, sans aucune contre-indication, sans aucun effet secondaire, je dis à chacun, même aux plus grands détracteurs, je dis, bah, écoutez, essayez-les, parce que le plus grand risque que vous courez, c'est d'aller mieux. Voilà. Donc, j'espère que ça répond aux différentes questions. On en a une autre, Catherine. Oui. Une question de Anne qui demande si les femmes enceintes peuvent-elles prendre les fleurs de bac? Les femmes enceintes peuvent prendre les fleurs de bac, il n'y a aucune contre-indication et ça leur fera d'autant plus de bien à elles qu'à leur pétioum, qui est là en attente, parce que l'objectif est de viser justement cet équilibre, cette sérénité. Imaginons une future maman qui s'angoisse actuellement avec le confinement ou avec tout le contexte actuel et qui arrive à mettre le doigt sur ce qui la préoccupe le plus. Si elle prend la fleur, effectivement, qui est la plus adaptée à ce qu'elle vit, ça va l'apaiser, elle, et automatiquement, on sait que le futur bébé s'en ressortira d'autant mieux. Donc, aucun effet secondaire, aucune contre-indication. Au niveau des questions, on demandait combien de temps pour suivre un traitement pour obtenir un résultat probant et durable avec les fleurs de bac. Alors, je vais y venir dans les prochaines diapositives, mais tout va dépendre. Ça, c'est vraiment une grosse réponse. Tout va dépendre en fait de l'intensité de l'émotion que vous vivez. Donc, soit vous avez un ressenti, comme par exemple le matin, on se lève et on n'a vraiment pas envie d'aller travailler, on a les pieds de plomb et ça ne va pas et ça nous tourne dans l'estomac, etc. On prend les fleurs, elles vont agir normalement dans l'immédiat. Si c'est un souci plus récurrent, plus profond, plus permanent, lié à une situation, un terrain de fond, les fleurs peuvent prendre 2 à 3 jours comme 2 à 3 semaines. Et c'est pour ça, dans ces situations-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer ensemble les fleurs qui peuvent vous accompagner. On fait le mélange. Quand on fait une petite préparation, généralement, on fait une préparation pour 3 semaines. Et les gens vont les prendre, comme j'expliquerai tout à l'heure comment les prendre. Et si ça se trouve, peut-être que 3 jours après, vous n'en avez plus besoin parce que vous êtes revenu à l'équilibre. OK? OK. Ah bah écoute, merci donc Mini pour sa question. Il y a Martine qui nous dit que pour information, on peut retrouver au sein des pharmacies et des parapharmacies les fleurs de Pâques. Tu confirmes, Catherine? Absolument, absolument. C'est ça qui est merveilleux, c'est que surtout en période de confinement, quand tout était fermé, on pouvait en tout cas les trouver. Mais elles sont accessibles en pharmacie, en parapharmacie, en magasin d'alimentation naturelle. Donc, elles sont vraiment facilement disponibles. Et actuellement, sur le marché, il y a trois marques différentes qui sont tout aussi variables l'une que l'autre. Il y a les originales avec la petite signature BAC, écrit en manuscrit. Donc ça, c'est du fiable à 100%. Et puis, il y a encore 2 autres marques. C'est l'avantage avec les fleurs de bac par rapport à certaines huiles essentielles. Les huiles essentielles, il y a un peu de tout sur le marché. En fleurs de bac, elles sont toutes fiables. Super. On a encore une question, je te dis, on en a eu plusieurs. Hein. Oui, on a Pierre qui nous demande, chacun a-t-il une fleur qui lui correspond le mieux et qui, elle, peut prendre à défaut d'un choix plus précis quand quelque chose ne va pas? Alors, Pierre est subtil, bien, il anticipe les choses. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les fleurs, mais au début, on ressent quelque chose. Donc, on se dit, bah, tiens, de quoi est-ce que j'aurais besoin? Et donc, on va en choisir 1, 2, 7 peut-être. Et puis, moi, je dis toujours que les fleurs de bac, ça a l'avantage d'être un travail sur soi-même. C'est une façon de mieux se connaître. Donc, au début, on a des ressentis parce qu'on se retrouve dans une situation X, Y, Z. On va prendre les fleurs par rapport à ce qu'on ressent. Et puis, petit à petit, au fil du temps, on se rend compte que quand on sélectionne les fleurs, quand on fait notre petite introspection personnelle, on se dit, mais tiens, c'est toujours ce sentiment-là qui me revient. Et donc,
au fil du temps, on va affiner et on va trouver ce qu'on appelle sa fleur de personnalité. Donc, c'est pour ça que dans les 38 fleurs, on dira, il y a ce qu'on appelle les fleurs d'humeur. Les humeurs, c'est ce qui passe, ce qui va, ce qui vient. Et puis, on a notre fleur de personnalité. Et c'est vrai que c'est très chouette, parce que quand on a trouvé sa fleur de personnalité, c'est celle qu'on peut, à ce moment-là, on l'achète carrément. Hein, et c'est celle où on se dit, à chaque fois que j'ai un petit caillou dans ma chaussure, c'est probablement ça qui me revient à la surface, et donc je reprends ma fleur. Donc, j'en étais là avec mon teasing de dire comment faire pour choisir les fleurs. Bon, vous avez compris qu'on travaille avec les émotions et les ressentis. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est identifier ce qu'on ressent. Et donc, pour ça, il y a une seule question, c'est comment je me sens maintenant? Autrement dit, qu'est-ce que je ressens maintenant? Et c'est ça qui est merveilleux, mais c'est évidemment la question la plus compliquée, parce qu'elle nous oblige en fait à faire quoi? Elle nous oblige à faire un arrêt sur image, à faire une pause et à dire, mais attends, c'est quoi qui palpite là, dans la gorge ou dans l'estomac? Qu'est-ce que je ressens? Et moi, je dis toujours, il ne faut pas tenir compte des situations, de la maladie ou des symptômes. On l'a vu tout à l'heure avec ce que disait le docteur Bach. On ne s'intéresse pas à la maladie, on s'intéresse uniquement à la façon dont la personne perçoit la vie. Donc, même, par exemple, dans une situation, et quand moi je reçois les gens en accompagnement, en consultation, je n'ai pas besoin de connaître tout le contexte d'une situation de divorce, ou une situation de séparation, ou une situation de dispute avec X, Y, Z, ou un patron qui est odieux ou n'importe quoi. Alors les gens me raconteront juste le contexte, mais ce qui m'importera, c'est de savoir ce que la personne que j'ai devant moi ressent par rapport à cette situation qu'elle vit. Est-ce qu'elle ressent de l'envie, de la jalousie, de la colère, de la rage? Moi, j'ai déjà eu des gens qui arrivaient ici en me disant, écoutez, moi, c'est pas possible, mes enfants, mais moi, je vais les jeter par la fenêtre. Alors, je vous préviens, je n'ai pas appelé la police, hein, non, c'est une expression que les gens utilisaient simplement. Et bien sûr, ils n'allaient pas jeter leurs enfants par la fenêtre. Mais voilà ce qu'ils ressentaient. Il y avait tout d'un coup une rage qui faisait qu'ils perdaient leurs moyens. Cette personne allait perdre ses moyens. Et donc, heureusement, il y a une fleur pour ça, c'est le cherry plum. Comme ça, vous avez déjà les petits noms de fleurs. Cherry plum, qui est une fleur qui va nous permettre de ne pas exploser et de donc retrouver cette maîtrise de nous-mêmes. Et c'est ça, en fait, la question, elle est compliquée à se poser parce que dans notre éducation judéo-chrétienne, très souvent, on estime qu'il y a des émotions qui sont bonnes et des émotions qui ne sont pas bonnes. Mais c'est faux. Toutes les émotions sont utiles et sont nécessaires. Et c'est vrai que les gens n'aiment pas dire « oui, mais moi, je me sens jalouse ». Il n'y a pas de honte à dire qu'on se sent jaloux. C'est un sentiment qui peut être très noble. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de perdre ce qu'on a. Le problème, ce sera quand on reste dans cet état de jalousie, qui en devient pernicieux, où on voit le mal partout, etc. Et là, ça vaut la peine de prendre une fleur pour nous remettre dans cette espèce d'amour universel. Voilà. Alors, comment on les utilise, ces fleurs, justement? C'est là toute la simplicité. Elles se prennent dans un liquide. Alors, le liquide veut bien dire de l'eau, mais ça peut être dans votre café, dans votre thé, dans un jus, dans votre soupe. J'ai même un jour une dame qui m'a dit qu'elle le mettait dans son verre de vin tous les soirs. Ben, si elle était heureuse comme ça, ben, tant mieux. Donc, elles se mettent dans un liquide ou bien elles se prennent directement en bouche. Si vous les mettez directement en bouche, vous ferez attention de ne pas toucher avec la langue, la petite pipette, pour ne pas transmettre les bactéries. Mais ce qui va être très important quand on prend les fleurs, et parce que c'est là aussi où il y a beaucoup de personnes un peu détracteurs des fleurs qui disent « oui, mais les fleurs, ça ne marche pas », il faut toujours s'assurer que les fleurs soient prises régulièrement. Et quand on dit régulièrement, ça veut dire qu'on les prendra pendant peut-être plusieurs jours, si nécessaire, mais en tout cas, on les prendra tout au long de la journée. On les prendra avec 4 prises par jour au minimum tout au long de la journée. Et c'est amusant parce que quand j'ai des personnes qui sont impatients, à qui je donne impatience, justement, généralement, ils ont une tendance à me dire ben, « je vais prendre toutes les fleurs le matin, d'un coup. Je vais prendre les 16 gouttes en une fois. » Non, j'ai dit « patience ». Et je dis toujours qu'en fait, les fleurs, c'est un peu comme un GPS. Si, imaginez, vous mettez au volant de votre voiture,
et vous connectez l'adresse à laquelle vous devez aller, c'est à 120 bornes d'ici, et le GPS vous sort en une fois toutes les indications. À gauche, à droite, et puis 18 km, et puis à gauche, à droite, au rond-point. Vous allez être noyé, vous allez être perdu, vous n'arriverez probablement pas à destination. Parce que l'information, c'est trop. Ici, les gouttes, ça va être la même chose. Les fleurs, si je les prends tout au fur et à mesure de mon chemin, de ma journée, il y a plus de chances qu'effectivement l'information que la fleur contient parvienne à nos cellules et petit à petit habite l'entièreté de nos cellules pour nous amener là où nous devons aller. Et donc, comme je répondais tout à l'heure à Pierre, on prendra les fleurs selon qu'on a une émotion passagère ou bien en traitement de fond ou en situation d'urgence. Et donc, quand c'est une émotion passagère ou un ressenti passager, on prend 2 gouttes, vous avez vu les 2 petites gouttes vertes, là, 2 gouttes de la fleur qui va correspondre au ressenti. Et vous les prenez soit directement en bouche, soit diluées dans un verre d'eau. Et vous les prendrez tout au long de la journée. Quand c'est un traitement de fond, parce qu'on vit une situation compliquée, on choisit ses fleurs, jusqu'à maximum 7. On met 2 gouttes de chacune de ces fleurs dans un petit flacon, comme vous voyez sur la photo, c'est un petit flacon de 30 ml rempli d'eau de source. Alors l'eau de source, c'est de l'eau qu'on trouve facilement en bouteille. Vous évitez l'eau du robinet, tout simplement. Et de ce mélange que vous aurez fait, c'est de là que vous prendrez 4 gouttes, à raison de 4 fois par jour. Je sais que ça devient un petit peu de la mathématique, et c'est ça, entre autres, que je vous ai remis par écrit pour ceux qui souhaiteraient avoir le document. J'ai bien repris toutes les spécifications de comment préparer ces gouttes et comment les utiliser. Alors, quand on dit qu'on les prend 4 fois par jour, c'est un minimum. Vous les prenez aussi souvent que nécessaire. Et c'est en ça que le système est finalement assez économique, parce que si vous achetez une petite bouteille de fleurs en commerce, on tourne entre 11 et 14 €, selon l'endroit où vous les achetez. Mais finalement, comme vous n'allez en prendre que 2 gouttes que vous allez diluer dans de l'eau, eh bien, avec votre petite bouteille que vous aurez achetée en commerce, vous pourrez déjà faire facilement 120 petits flacons de 30 ml. D'accord ? Alors, quand on est par contre dans une situation d'urgence, et c'est là où je dis cette fameuse petite bouteille jaune, le fameux rescue, je dis pour moi, le rescue, c'est un acte citoyen. Tout le monde devrait l'avoir sur soi en permanence, au bureau ou à la maison, en tout cas dans sa voiture, dans son sac à main. Et messieurs, je ne sais pas où vous allez le mettre, mais trouvez-vous une sacoche, enfin faites quelque chose. Mais il faut l'avoir en permanence avec soi, parce que la vie fait que nous ne sommes jamais à l'abri d'un choc émotionnel. Quand je dis choc émotionnel, ça peut être tout simplement, vous allez faire vos courses à la supérette, il y a quelqu'un qui s'énerve, qui s'en prend à vous, le ton monte, tout le monde s'engueule. Mine de rien, c'est un choc. Ou bien vous allez rechercher un enfant à l'école, le gamin trébuche, il pleure très fort. Ben voilà, on peut avoir toutes les situations de la vie, aussi anodines soient-elles, peuvent provoquer des chocs émotionnels. Et le rescue est typiquement cette fleur qui va nous permettre de retrouver la gestion de nous-mêmes, de retrouver nos moyens. Pourquoi? Parce qu'en fait, le rescue, et j'insiste, c'est le seul remède composé que le Dr Bach a mis au point. Dans le commerce, vous trouverez aussi d'autres propositions de remèdes composés. C'est un peu du pipeau. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais ici, revenons au rescue, c'est le seul mélange qui a été proposé par Edouard Bach, et il contient de la clématisse. La clématisse, ce sera typiquement pour les personnes qui, en période de stress, partent un peu dans les nuages. Imaginons même sur une scène d'accident, vous avez des personnes qui perdent conscience. Clématisse, ça va nous ramener dans le présent. Le cherry plum, je vous en parlais. Cette maman qui voulait justement jeter les enfants par la fenêtre, c'est du cherry plum. C'est tout d'un coup, je vais péter un câble. Donc, dans le rescue, j'ai ce fameux cherry plum qui va m'apaiser. Je vais retrouver du rock rose. Catherine, oui. Tu parles de situation d'urgence.
Oui. à plusieurs reprises et donc je me permets de te couper parce qu'on demande si dans une situation d'urgence, est-ce que ça va être suffisant pour calmer une personne en souffrance? Tant qu'on n'est pas dans la crise épileptique, oui. Et encore, c'est très intéressant comme question parce que, par exemple, il faut savoir que beaucoup d'urgentistes ont avec eux le fameux rescue. Parce que parfois, ils arrivent sur des scènes d'accidents où ils rencontrent des personnes qui sont en panique totale. Et donc, ce qu'ils vont faire, ils vont éventuellement humecter les lèvres de la personne avec du rescue pour apaiser. Dans les situations d'urgence, ici je vous donne quelques exemples, parce que la situation d'urgence, ça peut être le gros choc auquel on vient d'assister, ou bien de façon préventive, des situations où on se dit « Oh là 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 là, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Demain, je dois aller chez le dentiste. Oh là, ça ne va pas aller, je n'ai pas envie. Je projette déjà toutes mes peurs, je suis en état de panique. » Donc, des situations telles que ça aussi peuvent nous provoquer un état de stress intense qui fait que nous perdons nos moyens. Présenter un examen, aller passer son permis de conduire. Certaines personnes, ici maintenant, devaient aller se présenter pour faire un test de Covid. Il y avait du stress dans l'air, donc autant se donner, ça n'avait pas échappé, ça n'allait pas résoudre la question du test, bien sûr, et ça ne résout pas la situation à la place de la personne, mais ça nous permet de rester centré sur qui nous sommes réellement. Est-ce que je réponds plus clairement? Une situation, je veux dire, À mes yeux, oui. Je pense, en fait, c'est vraiment ça, ça va apaiser et l'intérêt, il est là, c'est que le rescue, on en prend, mais autant que nécessaire. Là, on n'est pas en train de compter, oui, on compte ses gouttes quand même, hein, on prend 4 gouttes de rescue, mais vous pouvez prendre du rescue toutes les 2 minutes pendant la première heure où l'incident vient de se produire. Ou bien, de nouveau, diluez votre rescue dans le verre d'eau et vous prenez à petites gorgées régulièrement. Je pense à beaucoup d'étudiants à la veille de leurs examens. C'est quelque chose qui va vraiment leur permettre de garder tous leurs moyens pour rester concentrés. On avait justement cette question-là, Catherine. Oui. On conseille de boire minimum 1 millilitre par jour. Peut-on mettre les gouttes directement dans la bouteille et la boire au fur et à mesure de la journée? Oui, et c'est beaucoup plus confortable parce que c'est vrai que parfois on n'a pas envie de sortir sa petite fiole, de pencher la tête en arrière et de faire un peu potion magique. Hein, on n'est pas tous Astérix. Et donc parfois c'est beaucoup plus discret de dire qu'on va mettre ces petites gouttes dans sa bouteille d'eau, une simple petite bouteille ou sa gourde d'eau qui nous accompagne toute la journée, et on la boit au fil de la journée. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors je précise, et on va le voir, je pense, sur la dia suivante. Vous voyez ici, on a une gamme complète de présentation du rescue. Vous avez à gauche. On avait justement, comme ça tu le sais, mais ne coupe pas ta présentation, une question de Anne qui demandait si on pouvait prendre le rescue sous forme de bonbons. Voilà. Voilà, exactement. Alors, vous avez ici le petit magasin complet. Je vous rassure, je n'ai rien à vendre. Hein. Mais donc, à gauche, vous avez ce qu'on appelle le Rescue Night. Il existe en petites gouttes et il existe aussi en spray. À l'avant, vous avez justement la petite boîte de bonbons Rescue. Alors, oui, c'est intéressant dans certaines situations. Moi, je dis toujours, le petit bonbon, il est facile à prendre. D'abord parce que si vous devez passer votre permis de conduire, il vaudrait peut-être mieux d'ailleurs prendre le bonbon, parce que le bonbon, lui, ne contient absolument pas d'alcool. Alors que dans le rescue de base, comme dans toutes les fleurs de bac, il y a quand même un peu d'alcool. Donc, si avant votre examen de permis de conduire, vous prenez un sprouch de rescue ou 2 petites gouttes de rescue, vous risquez de sentir un peu l'alcool. Ça va faire mauvais genre auprès de l'examinateur. Ça ne va pas le faire. Mais donc, les petits bonbons rescue sont intéressants. Maintenant, il ne faut pas alors tomber dans le travers classique du petit bonbon, à savoir, je ne me sens pas bien, donc par compensation, je mange quelque chose. C'est souvent ça un peu l'écueil du petit bonbon, mais c'est vrai qu'il est très facile.
Aussi du rescue qui existe, on le voit peut-être pas très bien, mais au milieu, il y a un tube. Et en fait, c'est un gel ou une crème qu'on peut appliquer effectivement sur, un peu comme de l'arnica. Ou bien pour les personnes qui auraient des problèmes de peau, d'urticaire, etc. Ou bien quand vous avez un petit bouton où vous avez le sentiment d'être complètement défiguré, vous pouvez mettre le Rescue crème parce qu'en fait, dans ce Rescue, on a rajouté, et ça c'est l'assistante d'Edouard Bach qui l'a fait, elle a rajouté du Crab Apple. Crab Apple, qui est une fleur qui nous permet de viser la purification. La purification même au plan matériel et physique. Quand on a l'impression, par exemple, moi j'ai beaucoup utilisé au début du confinement, en mars dernier, j'utilisais carrément du Rescue crème pour finalement me désinfecter les mains. Parce que c'était une façon de me protéger aussi et de ne pas me sentir sale parce que j'avais pris la charrette au colruyt après que quelqu'un d'autre l'ait prise. Voilà. Ce sont les différentes formules de rescue qui existent. Mais de toute façon, le rescue, vous le prenez, comme j'ai souligné ici, aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que le calme soit revenu. D'accord? Alors, la grande question aussi, c'est de se dire, bon, c'est très bien, toutes ces petites fioles, ces petites fleurs, etc., mais comment est-ce qu'elles agissent? Comment ça se passe, puisqu'en plus, il n'y a aucune preuve. Oui? Avant la question du comment, on avait une question, excuse-moi de ne pas t'avoir interrompu juste avant, concernant les animaux, est-ce qu'il y avait un rescue qui était plus adapté qu'un autre? Alors, ah oui, je reviens 2 secondes dans ma gamme des rescues. Il existe dans les rescues, donc je vous ai dit, hein, toutes les fleurs contiennent de l'alcool. Donc, il existe un rescue pour les animaux. Vous verrez sur la boîte, il y a une petite patte de chien ou de chat, je ne sais pas. En fait, c'est le même rescue, mais sans alcool. Et c'est le même rescue qu'on donnerait éventuellement aux enfants si on n'a pas envie de leur donner de l'alcool. Voilà, tout simplement. Simplement, sachez une chose, c'est que le rescue sans alcool, ou les fleurs de bac sans alcool, puisqu'elles existent aussi, auront une durée de conservation beaucoup moins longue que les autres produits de la gamme, puisque eux, comme ils contiennent de l'alcool, sont quasiment éternels. Voilà. Mais donc, si vous ne voulez pas donner d'alcool à votre animal ou à votre enfant, il existe une variante sans alcool. OK? Alors, comment est-ce qu'elles agissent, les fleurs? Donc, l'idée, c'est vraiment de rétablir notre équilibre intérieur, de se rapprocher de qui on est. Alors, moi, ce que je trouve très bien, c'est qu'elles vont agir en douceur. Et surtout, il n'y a pas un avant et un après brutal. Quand on prend les fleurs, parce que parfois, il y a des personnes qui me disent, oui, moi, je n'ai pas envie de changer. Je n'ai pas envie de changer de qui je suis. Non, on va simplement vous ramener à qui vous êtes vraiment. Et souvent, c'est ça, on se fait envahir par des... C'est comme s'il y avait un équilibre entre qualité et défaut, comme si vous aviez une balance, vous voyez? Et tout d'un coup, il y a notre travers qui prend le dessus et qui nous envahit. Et ce qu'on va faire avec la fleur, c'est pas aller étouffer l'émotion, c'est pas aller écraser ce défaut, c'est simplement permettre à la nature positive, à la vertu, à la qualité positive que nous avons en nous, de prendre le dessus. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne va pas lutter contre notre défaut. Si je suis sur le point, effectivement, si par exemple, j'ai une peur panique qui m'empêche de faire cette présentation aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller me répéter 42 000 fois, Catherine, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, je vais prendre, et je vous avoue que je l'ai fait, j'ai pris effectivement du Mimulus pour calmer ma peur et me donner le courage de prendre la parole devant vous. Donc, vous voyez, tout le monde prend les fleurs, même moi. Et donc, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de retrouver le meilleur de soi-même. Parce qu'en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est nos plus grands défauts nous cachent nos plus belles qualités. Souvent, c'est ça. Prenons l'exemple de quelqu'un qui serait hyper bienveillant.
Sa nature profonde, c'est la bienveillance, ok? Et puis à un moment, à force d'être trop bienveillant et de se soucier trop de tout le monde autour de lui, il en devient presque invasif dans la gestion de la vie des autres. Mais c'est pour ton bien que je fais ça, mon petit. Mais je ne te demande rien. Et donc finalement, vous voyez, il y a une espèce de... Ça part d'un bon sentiment, mais comme il y a un excès, tout d'un coup, la personne risque de se faire rejeter par les autres parce qu'elle se mêle de tout. Et donc, on prendrait effectivement une fleur comme chicorée, par exemple, pour calmer cet excès de bienveillance. La personne pourra à ce moment-là dire, écoute, voilà, je suis là à ta disposition. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles, je suis là. Point. Mais pas elle-même commencer à téléphoner matin, midi et soir pour voir si tout va bien. C'est juste un exemple parmi d'autres de comportement. Voilà. D'accord ? Justement, quelques exemples de fleurs. Mimulus. Mimulus, typiquement une des 5 fleurs de peur. Quand on a une peur précise, mais quelle qu'elle soit, que vous ayez peur des araignées ou peur de la mort, à partir du moment où vous arrivez à mettre un nom sur la source de votre peur, c'est du Mimulus. Mimulus va nous permettre de relativiser nos peurs et de nous donner le courage de dire « Ok, ce n'est que ça, je vais y aller ». Gentiane, une autre fleur, une jolie petite fleur qui va nous permettre en fait, quand on est dans le doute d'avoir les possibilités d'atteindre notre objectif, quand on doute, on prend gentiane, c'est une fleur qui va nous permettre de retrouver de la persévérance. Vous savez, typiquement, la personne qui commence un régime, et puis elle tient bien pendant un jour, 2 jours, une semaine, et puis parce que c'est dimanche, elle se dit, oh, je vais craquer pour un petit morceau de gâteau. Elle craque pour son gâteau, et puis alors, patatras, elle baisse les bras et elle dit, flûte, tout mon régime est foutu. C'est pas possible, j'y arriverai jamais, je n'en sortirai pas. Eh bien, gentiane va lui permettre aussi de relativiser et de dire, ok, c'est bon, t'as craqué pour un gâteau, c'est pas la fin du monde, on s'y remet et on reste persévérant. Vous voyez, ça peut intervenir pour des situations tout à fait anodines. Une autre fleur dont je vous parlais tout à l'heure, je l'ai évoquée, c'est walnut. Alors, c'est pas par snobisme que je vous donne tous les noms des fleurs en anglais. C'est simplement parce que le système étant international, ce système, si demain vous allez au fin fond du Japon et que vous cherchez une fleur justement de noyer, si vous dites noyer, je ne sais pas ce que vous allez recevoir. Si vous dites walnut, il y a de fortes chances que vous recevez exactement la fleur que vous souhaitez. Le walnut, et donc voilà, ça c'est du bourgeon de noix que vous voyez à droite. C'est ça qui est repris dans le remède. Le noyer est une fleur merveilleuse, surtout pour cette période-ci, parce qu'en fait, elle va nous permettre de nous adapter aux changements. Et Dieu sait que pour l'instant, nous devons vivre des changements importants. Donc, sans que ça vous mette le moral à plat, si vous sentez que vous êtes vraiment débordé ou que vous vous sentez mal à l'aise par rapport à tout ce qui nous attend et ces nouveaux fonctionnements de la vie, prenez du walnut pour rester vous-même malgré toutes ces adaptations qu'il faut faire. Et elle va aussi nous protéger des influences extérieures. Tout à l'heure, je vous évoquais le fait que beaucoup de personnes, pour l'instant, avec toutes les informations qu'on entend, qu'elles soient correctes ou non correctes, on en perd son latin et certains en perdent leur morale et leur mental. Les faiblesses de santé mentale qu'on a pour l'instant, c'est ça. On ne sait plus à quel sein se vouer et donc on perd un peu notre personnalité. Walnut va nous permettre de nous recentrer sur qui nous sommes. Le fameux white chestnut dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, en fait, c'est la fleur de marronnier blanc, à ne pas confondre avec le marronnier rouge. C'est cette fleur qui va nous permettre de déposer notre cerveau un petit peu sur le côté et d'arrêter le petit moulin qui tourne dans notre tête. Voilà, je croyais que j'avais encore un autre exemple de fleur, mais non. Et donc, voilà, juste pour terminer peut-être, il y avait cette citation qui est très sympa, c'est de dire les plus belles plantes qui se trouvent dans la pharmacie de la nature, qui sont divinement dotées de pouvoirs curatifs tant pour l'esprit que pour le corps de l'homme. Tout ce que nous avons à faire, c'est de préserver notre identité, vivre notre propre vie, être le capitaine de notre propre bateau, et tout ira bien. Vous voyez déjà, en 1936, il disait « tout ira bien ». Bon,
pourquoi un conseiller agréé, les remèdes composés, on en reparlera un autre jour si on se recroise encore. Sachez en tout cas que les conseillers agréés ont tous signé un code de pratique pour respecter la façon de travailler. Alors ça, c'est intéressant. Voilà ici 3 adresses que vous pouvez garder, des adresses Internet. Il y a celle du centre BAC, baccenter.com, et vous prenez directement l'onglet francophone et vous y retrouverez toute la philosophie de Dr Bach, mais vous retrouverez également ses écrits que vous pouvez télécharger et imprimer. Le site fleurdebac.be, alors méfiez-vous parce qu'il y a parfois des choses, des appellations de sites qui se ressemblent, mais fleurdebac.be, vous y trouverez notamment la description des 38 fleurs, si ça peut vous intéresser. Et Mes Fleurs de Bac est un site sympa parce que vous y trouvez énormément, c'est un site fait par une conseillère en fleurs de bac, qui est un site de vente. Elle vend aussi bien des fleurs que des bouquins, que différentes choses qui tournent autour des fleurs de bac, c'est intéressant. Au niveau littérature, je vous ai dit, la référence, c'est ce petit bouquin-là, qui doit faire tout de suite, la guérison par les fleurs doit faire tout de suite 12,50 € éventuellement, voilà. Et puis, moi, je propose, c'est que la meilleure façon d'apprendre les fleurs, parce que vous avez vu, finalement, elles sont très vivantes, les fleurs, elles sont là dans notre quotidien. Moi, ce que je propose, c'est d'apprendre les fleurs en s'amusant. Même si c'est une matière sérieuse, on peut faire les choses de façon agréable. Et ce qu'on avait envisagé, enfin moi je l'avais envisagé, puis Eneo est prêt à prendre le relais, c'est d'animer des ateliers thématiques. Alors les ateliers thématiques, c'est quoi? Ce sont des ateliers qui vont se faire en plus petits groupes, de maximum 8 personnes, je pense. Et donc, voilà comment ça se passe. Ça, c'est le résultat à la fin d'un atelier. C'est quand je les faisais en présentiel, parce qu'il fut un temps où on pouvait faire ça en présentiel. On prend un thème. Donc, vous voyez ici, si vous le lisez bien, c'était un thème sur l'épuisement et la fatigue. Et puis, tous les participants s'expriment sur ce qu'ils ressentent par rapport à cette thématique. Donc, j'écris partout autour du tableau, vous voyez, comme un grand mind mapping, tous les ressentis des gens. Et puis, une fois qu'on a fini le tour de table et que tout le monde a raconté un petit peu ce que ça lui évoquait, eh bien, on va chercher ensemble les fleurs qui peuvent apporter une réponse et qui peuvent apporter un rééquilibrage par rapport à ces ressentis. Voilà. Et donc, par exemple, dans les thèmes que j'avais déjà animés, on avait Au pays des peurs, ou comment les fleurs nous aident pour retrouver courage et confiance. Un autre thème sympa, c'est les grands tournants et les petits virages de la vie, ou comment gérer les changements, parce que c'est vrai que la vie de tous les jours, eh ben, elle nous envoie des grands virages, hein. Ça peut être le départ des enfants, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de job, etc. Donc, toutes des questions qui nous interpellent, qui nous font réagir, et chacun à sa façon réagit. Et donc, voilà, la personne qui est préoccupée plus par ceci ou par cela, elle s'exprime. Et puis après, alors je vous rassure tout de suite, hein, c'est pas une thérapie de groupe hein, qu'on fait. Hein, c'est des ateliers, généralement c'est assez sympa. On limite le nombre pour que tout le monde ait l'occasion de parler. Alors en début d'année, il y a un thème qui est toujours sympa, c'est « Au secours, mes bonnes résolutions se sont envolées ». Généralement, je fais ça vers 20 janvier. Et comme par hasard, il y a de la gentiane qui revient dans cet atelier. J'ai déjà animé en entreprise, par exemple, un très chouette atelier qui était « Comment trouver l'équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle ». Est-ce que je gère ou est-ce que j'explose? Voilà. Alors, pour conclure, la vie ne nous demande pas de sacrifices impossibles, elle nous demande d'entreprendre le voyage, la joie dans le cœur et d'être une bénédiction pour ceux qui nous entourent, afin que si nous laissons ce monde un tant soit peu meilleur après notre passage, notre tâche aura alors été accomplie. Voilà comment parlait M. Bach. Voilà, pour ma part, j'ai été ravie de pouvoir partager ma passion et cette méthode avec vous, puisqu'en fait, ça rejoint exactement ce que le docteur Bach voulait, c'est-à-dire que nous, en tant que conseillers, c'est pas nous qui détenons le savoir, on est passeurs, on est transmetteurs, on est pédagogue. Moi, dans mes consultations, quand les gens viennent, à la fin, je leur explique chaque fleur et nous choisissons les fleurs ensemble. Je ne me mets pas debout sur ma chaise avec un grand air et mes lunettes sur mon nez pour dire « vous devez prendre ça, ça, ça ». Non, on est vraiment dans l'exploration ensemble, de trouver ensemble pour que la personne puisse devenir petit à petit autonome.